Bonjour et bienvenue tout le monde. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire sur comprendre vos risques liés au changement climatique. Je m'appelle Christina Stuart, consultante chez Carbone 4. J'ai aussi co-développé l'outil MyCris qui permet de faire un screening en ligne des risques physiques liés à vos activités. Je suis là avec ma collègue Violaine Lepouzet, responsable du pôle risque physique et adaptation. Bonjour à tous, merci d'être présents et nombreux à ce webinaire. Nous espérons qu'il va vous être utile pour comprendre les risques physiques et comprendre comment les aborder et comment gérer ces risques émergents. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets juste de faire une clarification. Le changement climatique introduit en effet deux familles de risques pour vous. Les scénarios du GIEC, qui sont illustrés sur cette slide, montrent plusieurs trajectoires du RCP 2.6, avec un réchauffement d'environ 2 degrés, jusqu'au RCP 8.5, avec un réchauffement d'environ 5 degrés à la fin du siècle. Bien que nous mettons en place des mesures pour tendre vers une économie bas carbone, ce qui introduit ces risques de transition qu'on voit ici en bleu foncé, donc comme des évolutions réglementaires, politiques, d'atténuation, etc. Nous sommes actuellement sur une tendance qui amènera des risques physiques, donc ici en orange foncé. Ces derniers sont liés à l'exposition aux conséquences physiques du changement climatique, élévation du niveau de mer, canicule, sécheresse. Et ce webinaire portera bien du coup sur ces risques physiques. En effet, chez Carbone 4, nous regardons de près ces deux types de risques. En tant que cabinet de conseil spécialisé en stratégie de la transition bas carbone et de l'adaptation au changement climatique, on cherche à permettre aux entreprises d'anticiper ces risques et d'en saisir les opportunités d'une stratégie climat. Nous travaillons avec tous les secteurs et ce webinaire est justement dédié à plein de différents types d'acteurs qui sont tous impliqués dans cette démarche. Donc, que vous soyez investisseur, acteur du supply chain, responsable du risque ou de la finance, aussi en stratégie de votre entreprise, nous sommes très, très heureux de vous avoir parmi nous pour discuter de ce sujet très important. Avant de commencer, juste deux petits points pratiques. Déjà, ce webinaire durera 1 heure et ça sera lors de la dernière demi-heure de ce webinaire qu'on pourra répondre à vos questions. Donc, s'il vous plaît, veuillez bien écrire vos questions dans le chat qui est dédié, qui s'appelle questions. Vous pouvez écrire dans ce chat au fur et à mesure et à la fin de la présentation, on pourra répondre aux questions une par une. Et s'il vous plaît, n'activez pas vos micros. Donc, l'agenda de cette heure qu'on va passer ensemble, on va d'abord vous présenter les risques physiques, donc de quoi parle-t-on. Ensuite, on va voir ce que les acteurs font aujourd'hui déjà. Ensuite, on va voir vraiment comment mettre en place une stratégie d'adaptation. Et la dernière partie sera consacrée aux questions et réponses. Donc, nous commençons par les risques physiques. De quoi parle-t-on? Juste l'année dernière, regardez le Rhin. Le niveau moyen du Rhin est d'habitude 4,13 mètres. En octobre, son niveau a atteint 2,3 mètres. C'est le niveau le plus bas enregistré sur le fleuve depuis 1947. La conséquence immédiate, une partie des cargos et barges ne peuvent plus passer. Une baisse donc de 10% du trafic fluvial est mesurée. Les coûts de transport augmentent car des porte-conteneurs réduisent leur chargement de 50% afin de passer des zones les moins profondes du fleuve. Il y a eu du coup des conséquences pour plusieurs entreprises. Pour ThyssenKrupp, filiale internationale de sidérurgie, un cas de force majeure a été déclaré à cause des difficultés d'approvisionnement en matières premières de leurs usines. Une autre conséquence de la sécheresse a été une perte de rendement allant jusqu'à 50%. Par conséquent, les denrées agricoles des vendeurs de frites des Hauts-de-France ont remarqué une hausse de 23% du prix des pommes de terre qui doivent répercuter sur le prix de vente aux clients.
Donc, l'entreprise McCain, qu'on voit ici sur cette slide, doit investir dans des processus industriels nouveaux pour alors sélectionner les bonnes pommes de terre, la sécheresse dégradant la qualité des intrants. Il en résulte alors des investissements et des coûts supplémentaires. Pareil aussi, l'année dernière, on voit qu'il y a eu des conséquences liées aux inondations. Donc ici, vous voyez l'aéroport de Kansai au Japon. Donc l'aéroport Kansai International a été inondé sous presque 1 mètre d'eau. Son usage a été alors totalement interrompu et 8000 personnes ont été bloquées entre ces murs sans information à cause du blackout et sans pouvoir évacuer les lots artificiels sur lesquels est bâtie l'infrastructure. Les administrateurs de l'aéroport ont été pointés du doigt pour leur manque de prévoyance à affronter un tel événement. Avec de fortes pluies qui se sont abattues fin juin et début juillet en 2018 au Japon, des grandes entreprises ont déploré des dégâts et manques à gagner. Donc, par exemple, on voit ici que le constructeur automobile Mazda Motor a perdu environ 250 millions de dollars à cause des pluies torrentielles qui ont inondé sa principale usine d'Hiroshima. Lors de l'épisode Florence aux États-Unis, donc on voit qu'il y a aussi eu des conséquences dans d'autres régions. Certaines entreprises ont mis en place des mesures préventives et parfois drastiques afin de limiter l'impact de cette tempête. Donc on voit ici que Boeing a été fortement impacté et a par exemple délocalisé temporairement sa chaîne de production des 787 déjà capables de voler en les rapatriant de Charleston à Seattle, donc près de 5000 km plus loin. En effet, les entreprises sont affectées à plusieurs échelles. Prenons alors une entreprise quelconque qui a des intrants, donc des salariés, des besoins en énergie, en eau, etc. Elle a aussi besoin de toute sa chaîne en amont, donc des achats, des fournisseurs, ainsi que sa chaîne en aval, le marché. On va voir que du coup, une entreprise qui est organisée de cette manière assez classique peut être impactée à plusieurs niveaux. Donc, une augmentation de la température peut entraîner des coûts opérationnels, des coûts de capex aussi, de capital, et aussi avoir des conséquences sur le revenu. Les coûts en approvisionnement, par exemple, peuvent être affectés. Donc, on peut voir une augmentation des coûts en cas de pénurie. On voit aussi des coûts de délai dus aux conditions de transport qui peuvent être dégradés. Encore dans les coûts opérationnels, on voit que potentiellement une augmentation des frais en énergie peut être provoquée en eau et les coûts de fonctionnement aussi. Une dégradation des conditions de travail pourrait aussi augmenter des coûts liés aux salariés. Le CAPEX pourrait aussi être affecté s'il y a des dommages sur le réseau, sur les stations, sur les plateformes. Encore en termes de coûts opérationnels, les frais d'assurance pourraient augmenter. Finalement, au niveau de la demande, donc en aval de la chaîne, on voit des coûts de délai dus aux conditions de transport dégradées qui pourraient être augmentés, ce qui finalement va influencer le revenu qui pourrait diminuer en cas d'impossibilité de produire et de fournir, et donc une diminution des marchés qui ont été visés. Maintenant, on va alors voir avec tous ces différents risques que font les acteurs économiques. Alors tout d'abord, il faut souligner que le contexte est quand même très dynamique sur les risques physiques. On peut situer, on va dire, cette évolution à partir de 2015. En 2015, c'est l'année de la COP21, et beaucoup d'acteurs économiques et financiers se sont positionnés sur ces risques climatiques. D'abord, le World Economic Forum, qui est appelé Forum de Davos pour les intimes, se réunit tous les ans et produit des rapports sur les risques majeurs pour la stabilité économique globale. Depuis 5-6 ans, ils identifient le risque de non-adaptation au changement climatique comme un risque majeur, le 5e plus gros risque dans le monde. Donc on est quand même sur un enjeu qui monte vraiment dans les sphères de décision et dans les sphères économiques.
Autre élément à prendre en compte, la TCFD. Donc, TCFD, c'est l'acronyme pour la Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, donc les reporting financiers, extra-financiers en fait, sur le climat. La TCFD est un organe très important aujourd'hui et influent sur les risques climatiques. Il a été créé, on va dire, à l'initiative de Mark Carney, qui est le gouverneur de la Banque d'Angleterre, et qui a donc demandé la création d'une task force pour émettre des recommandations sur la manière dont les entreprises doivent reporter sur les risques climatiques. Cette task force a été mise en place, elle est présidée par Michael Bloomberg, et elle émet une série justement, de recommandations pour les différents secteurs, comment l'entreprise doit reporter sur les risques de transition, les risques physiques, tant en termes de stratégie, de gouvernance que de métriques, d'indicateurs, etc. Donc c'est quand même un organe assez influent. BlackRock également. BlackRock, c'est un gestionnaire d'actifs, le gestionnaire d'actifs le plus important. Il gère quand même 6 milliards d'actifs sous gestion. Le directeur de BlackRock a envoyé une lettre à tous justement les directeurs de ces actifs pour leur demander d'expliquer ce qu'ils font sur les risques climatiques. Donc là encore, on est en train de changer de sphère de dialogue sur les risques climatiques. Enfin, dernier exemple en date, c'est bien sûr PG&E. PG&E, c'est l'un des producteurs, distributeurs d'électricité en Californie. Il y a eu des incendies, vous savez, très importants en 2017 et 2018 en Californie, des incendies meurtriers. Et en fait, PG&E a été mise en cause dans l'initiation de ces incendies. Il s'agirait en fait d'un pylône à haute tension qui était situé dans une zone du Camp Fire et qui a été mal entretenu et qui a potentiellement, enfin c'est aujourd'hui ce qui est dit, provoqué la première étincelle à l'origine des incendies. Donc PG&E a subi une chute de 72% de son action à l'origine, et puis maintenant il est mis en faillite en réalité. Donc on a vraiment une entreprise qui est directement impactée par sa responsabilité sur la non-adaptation au changement climatique. Enfin, en parallèle, on a bien sûr une législation, une réglementation qui évolue sur le changement climatique. Les bilans carbone et tout ce qui est plan d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sont intégrés depuis plusieurs années, j'allais dire nombreuses années quand même, ça commence à faire un petit bout de temps. Et l'adaptation rentre également dans ces reporting extra-financiers. Donc on a des directives qui intègrent cet enjeu également. Donc un contexte très dynamique qui incite les entreprises, les acteurs économiques et les acteurs financiers à analyser les risques climatiques. Alors, comment se préparer et s'adapter à ces risques? Effectivement, une fois qu'on a identifié ces risques, on peut mettre en place des actions et les entreprises mettent déjà en place des actions d'adaptation et de résilience, donc des actions qui permettent de réduire leur vulnérabilité et d'augmenter la résilience face à ces risques. Il y a plusieurs types d'actions qui sont mises en place. On peut parler de mesures, on va dire, plus soft, de gouvernance, par exemple, intégrer des indicateurs climatiques dans le reporting et le suivi d'indicateurs environnementaux. Des mesures plus financières, par exemple, challenger la couverture assurantielle. Des mesures structurelles plus physiques, par exemple, mettre en place des protections, des digues contre les risques d'inondation. Donc voilà, on est vraiment sur des mesures de nature très différente et toutes complémentaires, avec, on va dire, une robustesse plus ou moins forte suivant la certitude des risques qui sont identifiés. Donc voilà, ce que je citais, les petites illustrations, les solutions de gestion, de protection, de gouvernance, de relocalisation, donc la couverture assurantielle, des protections contre les inondations. On peut également travailler avec les fournisseurs pour voir si les fournisseurs sont conscients des risques et s'y préparent. On peut chercher à réduire, optimiser sa consommation en eau pour anticiper les risques accrus de conflits d'usage. On peut chercher à modifier les plages horaires de nos employés, donc modifier les conditions de travail pour s'adapter aux fortes chaleurs qui risquent, très probablement, même certainement, d'augmenter dans de nombreux pays. Ce qu'il faut retenir également, c'est que le changement climatique, certes, ça provoque des risques, également des opportunités, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même surtout des risques. Et puis c'est une réelle opportunité de dialogue à l'intérieur de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on est sur des impacts très transversaux qui vont impacter autant
justement le directeur des achats qui est en lien avec les fournisseurs, le directeur des risques qui est en relation avec les assureurs, les directeurs opérationnels, les directeurs DD, etc. Enfin, les directions. Donc, il y a plusieurs questions que l'on peut se poser quand on veut traiter le sujet. Des premières assez transversales. Est-ce que je suis assez compétent sur ces enjeux? Est-ce que j'ai envie d'internaliser le sujet à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce que j'ai assez d'informations pour motiver et mobiliser mes équipes, par exemple? Des questions de connaissances sur le sujet. Est-ce que j'ai bien anticipé ces risques? Quelle est la vulnérabilité sur ma chaîne de valeur? Où dois-je lancer des actions préventives pour limiter les risques? Et puis des questions un petit peu plus métiers, plus spécifiques. Par exemple, d'un point de vue un peu plus opérationnel, comment je dois challenger mon plan de renouvellement? Comment je dois prioriser mon plan d'investissement ou de rénovation? Est-ce que les spécifications techniques de mes équipements sont à jour, c'est-à-dire intègrent les conditions climatiques futures? Ou bien est-ce que je dois modifier finalement les cahiers des charges de mes achats pour des équipements qui durent sur de nombreuses années? Est-ce que mes pratiques de maintenance doivent être revues? Donc voilà, il y a vraiment une palette de questions à se poser sur le changement climatique, assez opérationnelles et qui permettent vraiment de challenger sa couverture du risque actuelle. Donc, merci beaucoup, Violaine. Il y a en effet énormément de questions qu'on peut se poser sur justement garantir une meilleure résilience face aux risques sentis aujourd'hui et demain. Comment alors mettre en place une stratégie d'adaptation? En effet, pour bien évaluer ces risques et les anticiper, classiquement, on suit plusieurs étapes. On va commencer bien sûr par une évaluation de ces risques. Donc, se poser la question, quels sont les risques actuels et futurs pour mon entreprise face au changement climatique? Cela se passe alors par d'abord une étape d'identification, de screening et de quantification de ces impacts. On va ensuite procéder plutôt à l'élaboration de la politique de gestion de ce risque. Donc, quelles sont les solutions pour réduire, donc anticiper les risques qu'on vient d'identifier avec l'élaboration du plan d'action opérationnel et surtout en fait l'intégration d'une stratégie de pilotage, donc avec du due diligence, des indicateurs de suivi, etc. Ce qu'on va voir surtout aujourd'hui, et ce que je vais vous montrer juste tout à l'heure, c'est l'outil MyCris dont on a parlé au tout début du webinaire, qui va aider pour cette toute première étape d'évaluation des risques. Donc, MyCris, en effet, permet de réaliser une première évaluation des risques. C'est une pré-qualification de ces risques liés au changement climatique basée sur l'exposition et la vulnérabilité des activités de votre entreprise. Donc, MyCris, en effet, ça fait référence à la méthode sur laquelle se base cet outil. C'est CRIS, donc le Climate Risk Impact Screening, qui est une méthodologie qui a été développée sur plusieurs années par Carbon 4, mais aussi par tout un conseil scientifique qui a bien validé cette démarche, qui permet en effet de bien garantir la rigueur scientifique de cette approche et de cette méthode. Bien sûr, avec cette méthode vient une base de données extrêmement riche qui permet aussi de nourrir en fait l'outil MyCris qui est en ligne. Donc, ce que je vous propose de faire à la suite de ce webinaire, c'est tout de suite aller sur le site my-cris.com et de créer votre compte parce que là, vous avez un accès gratuit et rapide à un outil qui permet de vous donner déjà des informations très intéressantes sur votre niveau de risque pour votre secteur, pour vos activités et dans les pays qui vous concernent. Donc, cet outil, vous créez votre compte en ligne et cet outil n'a pas besoin de télécharger un programme en plus. Tout est en ligne et gratuitement. Vous permet d'avoir une cartographie de vos risques. Donc, en effet, il y a une analyse de 7 différents aléas climatiques sur 2 différents scénarios climatiques. Et vous avez accès à votre propre rapport d'impact. Donc, c'est marqué ici sur mesure parce qu'en effet, vous identifiez, vous, en tant qu'acteur et
vous mettez du coup les paramètres qui vous concernent au début pour faire l'analyse, qui concernent vos secteurs et vos pays. Et ensuite, dans le rapport d'impact qui est propre pour vous, vous avez des exemples sur comment, en fait, c'est les aléas qui sont les plus à risque pour votre secteur et votre pays, et vos secteurs et vos pays, comment ils pourraient être impactés. La méthodologie, bien sûr, est aussi disponible sur ce site et bien sûr des différents moyens de nous poser des questions si vous voulez aller plus loin. Donc, vous voyez aussi sur cette slide, il y a un tableau en haut à gauche qui vous permet de voir très rapidement le pays le plus à risque est lié à quel aléa. La dernière information qui vous est fournie est notamment le score, qui est entre 0 et 99, qui vous permet de voir en fait avec un chiffre normalisé si le niveau de risque est fort ou faible. Donc, je vous invite vraiment à faire un test dès que vous avez du temps. C'est assez rapide, assez ergonomique. Donc, n'hésitez surtout pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à envoyer un email directement à l'adresse mail MyChris. Alors, cette étude préliminaire, comme l'a dit Christina, elle permet de dégrossir le sujet. Donc, si finalement c'est la première fois peut-être que vous vous posez les questions sur les risques climatiques et comment ils peuvent se matérialiser pour votre entreprise ou votre activité, c'est vraiment une bonne manière de rentrer dans le sujet. Pour certaines activités, il est quand même nécessaire d'utiliser une donnée un peu plus fine, puisque là, vous avez vu, MyChris, c'est à une résolution pays, de niveau pays. Si on travaille sur des infrastructures, des réseaux d'infrastructures, on a quand même envie d'aller un petit peu plus loin. Donc, c'est effectivement particulièrement le cas pour les infrastructures. Vous avez ici un exemple tiré de notre travail avec le CEREMA. Nous avons étudié l'évolution des risques physiques sur un réseau de routes. Comme vous le voyez, vous pouvez sûrement deviner la région, c'est la région PACA. En fait, on a travaillé sur le réseau de routes qui est géré par la DIRMED. Donc, c'est pas exactement la région PACA, mais c'est dans cette zone. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment analysé, collecté des informations avec la DIRMED et le CEREMA, qu'on a croisé avec des données climatiques et des données de vulnérabilité, et on a construit des cartes assez précises qui permettent d'identifier les tronçons et puis les composants de la route en fait les plus sensibles. Comme vous le voyez sur la carte, donc là c'est des résultats fictifs, mais on est vraiment à une résolution assez fine. Et à partir de cette information, on peut faire plusieurs choses. On peut mettre en place des actions opérationnelles, par exemple ajuster sa politique de maintenance, mettre peut-être plus d'employés sur certaines zones dans le suivi de l'état des ouvrages de terre, par exemple. On peut améliorer son système de suivi, ce système de collecte d'informations. Et puis, on peut également vouloir ajuster son plan d'investissement. C'est une information finalement très intéressante pour comprendre si cette région et quelle partie de cette région a besoin d'investissements supplémentaires pour réduire la vulnérabilité, réduire son exposition ou mettre des travaux, un budget plus conséquent de travaux de réparation. Donc cette étude, elle est publique, la méthode est publique, elle a été créée par le CEREMA, on l'a challengée, on l'a testée, puis on l'a appliquée sur ce réseau. C'est une méthode qui aujourd'hui fait office de référence au niveau international, puisqu'elle a été mise en avant par l'AIPCR, donc l'Association internationale des routes, en gros. Et donc c'est une méthode voilà, qui fait référence. Alors les données aujourd'hui, elles existent, et les méthodes aussi pour construire des informations utiles pour les métiers. Nous, notre objectif, c'est vraiment de construire une information qui est utile, qui apporte quelque chose pour intégrer de manière opérationnelle le climat. Donc, moi, ça fait 10 ans que je travaille sur l'adaptation au changement climatique. Il y a 10 ans, c'est vrai qu'on avait quand même moins de données climatiques, avec des résolutions un petit peu moins bonnes et un petit peu plus difficiles à utiliser. Aujourd'hui, la donnée, elle existe. Et donc, par exemple, ici, on a travaillé avec un industriel qui a identifié un indicateur climatique précis qui est critique sur ses opérations. Donc, c'est une température supérieure à un certain seuil, par exemple. Et donc, on a cherché à identifier quelle est l'exposition de son parc industriel à cet indicateur précis et quelle va être l'exposition future à travers plusieurs scénarios.
Donc on arrive ici vraiment à challenger un indicateur précis avec des scénarios climatiques différents. Et l'indicateur engendre des défaillances opérationnelles, donc il est vraiment intéressant d'un point de vue métier. Le graphique en dessous est une autre illustration de ce qu'on peut faire. On peut vraiment arriver à des données également financières. Ici, on a challengé des business models. C'était pour une utility dont le business est très sensible au changement climatique. Et on a testé le business plan sans changement climatique avec différents scénarios. Et on voyait l'évolution des ventes qui allait être impactée au fil des années en fonction de la pression climatique. Donc on a vraiment sur une analyse de sensibilité du business plan d'une utilité à plusieurs scénarios climatiques, information très, très intéressante en amont ou pendant le business. Enfin, à travers toutes ces informations, donc on a des diagnostics plus ou moins détaillés, mais ce qu'on veut, c'est quand même réduire les risques. Donc, nous, on mène des analyses tournées vers l'action et vers l'adaptation et la résilience. Par exemple, ce qu'on a fait ici pour un acteur du bâtiment, plusieurs acteurs du bâtiment en réalité, c'était ICAD, Gessina, Clépierre, Altaria. On a développé une méthode qui permet d'analyser les risques sur leur portefeuille immobilier, en France, en Europe. Enfin, la méthode est applicable pour de nombreux types de bâtiments et toutes les géographies du monde, pour identifier donc les bâtiments les plus à risque au sein de leur portefeuille. On explique également, bien sûr, les scores de risque. Est-ce que le score de risque est élevé du fait de l'exposition du bâtiment, de sa localisation, ou plutôt du fait de la variante de construction du bâtiment? Donc, on cherche vraiment à qualifier le risque. Et puis, pour les bâtiments les plus à risque, on a identifié les bouquets de solutions d'adaptation à mettre en place pour réduire les risques sur les différents lots techniques, sur l'enveloppe, sur la toiture, sur le quartier, sur le voisinage. Donc vraiment l'ensemble de solutions à mettre en place pour réduire ces risques. Donc, en effet, là, on a vu énormément de différents exemples sur comment répondre à l'anticipation des risques physiques à plusieurs différentes échelles. On a vu qu'en effet, avec l'outil MyCris, on peut regarder assez rapidement si on doit prendre une décision sur l'investissement, par exemple, sur un investissement à venir ou pour un pays en particulier. On a vu aussi qu'on peut avoir une analyse plus approfondie économique, financier pour une infrastructure, un bâtiment, par exemple, à un niveau du coup avec une granularité géographique beaucoup plus fine. Donc, en effet, vous pouvez avoir beaucoup de différents besoins. Vous pouvez avoir un besoin d'abord juste de formation et de sensibilisation des collaborateurs en interne. Ensuite, vous pouvez par exemple avoir un besoin de juste regarder pour votre supply chain si vos fournisseurs sont en effet à risque ou non. Donc là, vous pouvez avoir un besoin de screening des fournisseurs, des sites, de process. On a aussi des services qui permettent de mettre en place un plan d'action pour réduire ces risques et assurer la résilience. Peut-être vous avez aussi un besoin d'études de préinvestissement de biens à l'étude et recommandations d'ajustement, ou alors vous voulez avoir une politique générale sur ce type de résilience et d'adaptation pour mieux maîtriser ces risques. Donc, dans votre comité d'audit, l'intégration dans votre reporting, etc. Finalement, il s'agit alors de la construction d'outils pour faire un mainstreaming vraiment de cette gestion de risque en interne. Donc, il y a énormément de différents besoins à lesquels un bon plan d'adaptation et un plan vis-à-vis de vos risques physiques peut être utile. Alors, très rapidement, comme vous le comprenez, ces analyses requièrent des compétences, des données et des expertises particulières qu'on a construites et consolidées à Carbone 4. Donc, il faut une méthodologie robuste, ce qu'on a pu construire à l'aide de différentes expériences et puis de comités scientifiques. Donc, on a une méthodologie aujourd'hui qui est très robuste, qui est rigoureuse et puis qui est transparente surtout.
On a à cœur à Carbone 4 d'être transparent sur les méthodes et les données qu'on utilise. Donc vous pouvez tout à fait trouver notre guide méthodologique sur Internet, la base, on va dire, méthodologique qui est utilisée dans l'outil MyCris, et puis qu'on reprend souvent dans les autres études, mais adaptée à la granularité de l'information. Donc notre méthodologie, elle est en ligne avec les recommandations du GIEC sur la manière dont est construit le risque. Le risque, c'est bien une combinaison entre un aléa et une vulnérabilité. C'est important d'avoir ces deux informations. Voilà, c'est la base. Hein. Et puis, elle est aussi en ligne avec les recommandations ISO. On regarde plusieurs scénarios, on regarde plusieurs aléas, etc. On a de nombreuses expériences dans le secteur privé et public, hein, puisqu'on a travaillé avec de nombreux acteurs industriels, des gestionnaires d'infrastructures, des acteurs financiers, ce qui nous ont permis finalement d'améliorer nos méthodes et puis surtout de bien comprendre quels sont les indicateurs les plus intéressants pour les différents métiers. C'est important. Aujourd'hui, on veut sortir, enfin je veux dire, on est sorti hein, de la production uniquement d'indicateurs climatiques complètement décorrélés de l'opération. On est vraiment sur la construction d'une information utile et adaptée aux différents métiers. On a les bases de données aujourd'hui scientifiques à jour et exhaustives. On couvre tous les pays du monde et un nombre d'aléas climatiques assez important. On distingue deux types d'aléas climatiques, grossièrement, des aléas extrêmes, donc ça va être les inondations, les tempêtes, les sécheresses, les vagues de chaleur, et puis des aléas climatiques plus graduels, comme l'élévation progressive de la température, l'élévation du niveau de la mer. Et nous, on a constitué une base de données qui couvre l'ensemble de ces aléas climatiques, et puis tous les aléas finalement secondaires qui sont engendrés par ces modifications. Par exemple, si on parle de sécheresse, on a quand même aussi envie de parler de feux de forêt. Hein, on a envie de regarder si les feux de forêt, si l'environnement est propice à l'émergence de feux de forêt. Donc, on a construit comme ça également des sets de données, on va dire, biophysiques et puis économiques pour bien comprendre les vulnérabilités et les risques dont on parle. Et enfin, un quatrième élément important, on travaille en forte collaboration avec la recherche. Par exemple, on est en ce moment partenaire d'un projet de recherche européen qui s'appelle ClimInvest, qui travaille sur la construction de services climatiques adaptés aux acteurs financiers. Donc, on travaille avec le Cicero, le think tank norvégien, Météo France, I4C et d'autres acteurs. Donc, voilà, c'est un peu nos caractéristiques à Carbone 4, c'est qu'on est vraiment, on va dire, à la pointe, innovant dans le sens où on est souvent au début, à l'initiation de méthodologies qui après deviennent des méthodologies de place, comme le bilan carbone, hein, finalement, puisque c'est Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez sûrement, qui est à l'origine de la méthode du bilan carbone, qui a été reprise ensuite à différents niveaux. Donc, on a la même approche sur l'adaptation, une approche rigoureuse, basée sur le physique, tout d'abord, sur vraiment la compréhension des enjeux physiques, et puis une méthodologie rigoureuse et transparente. Donc, on a terminé la présentation et on va passer aux questions et réponses. Donc, on voit déjà qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont pris l'initiative d'écrire dans le chat des questions. Donc, on vous remercie. Pour ceux qui voudraient poser des questions, allez-y maintenant, écrivez dans le chat. On va répondre au fur et à mesure. Juste avant de commencer les réponses, je voudrais juste vous dire que à la suite de cette présentation, vous aurez bien sûr accès à un PDF du support. Donc, si votre question porte sur si bien sûr vous aurez accès à cela, oui. Les webinaires sont aussi même enregistrés, donc ils sont accessibles sur notre chaîne YouTube à la suite de la présentation. Et finalement, si vous souhaitez échanger en anglais, par exemple, parce que là, en effet, on a fait la présentation en français. Nous sommes tout à fait disponibles pour échanger par mail là-dessus, si vous avez des questions plus précises. Et bien sûr, n'hésitez pas, après avoir testé MyCris, pour avoir déjà une petite idée sur vos risques de nous poser vos questions là-dessus.
Donc, on va passer aux questions que vous avez écrites, du coup, tout de suite. Oui, alors, beaucoup de questions intéressantes. La première, si je les prends dans l'ordre, au sujet de la TCFD, sont-ce uniquement des recommandations ou cela a-t-il un impact réglementaire sur les reportings financiers à produire? Alors aujourd'hui, la TCFD, ce sont des recommandations, effectivement, mais il faut garder en tête que ces recommandations vont sûrement préfigurer, on va dire, des potentiels cadres réglementaires de reporting. On est quand même sur une évolution concomitante de signaux qui vont vers ce type de reporting sur le climat. On doit reporter sur les risques et puis sur la manière dont on agit à différents niveaux, ce qui est un peu la base de la TCFD. Alors, l'outil MyCris est accessible en ligne. Pouvez-vous nous indiquer, SVP, où sont hébergées les machines et données qui permettent de les faire fonctionner? Alors, on a plusieurs systèmes d'hébergement chez nous et sur des serveurs externes. Donc, on assure la sécurité et la confidentialité des données suivant les normes classiques du marché. Alors, votre niveau de granularité est impressionnant pour la France. En est-il de même pour les autres régions du monde? Quid des US et de la Chine, par exemple? Alors oui, en France, on a effectivement un set de données climatiques de bonne qualité puisqu'il a une résolution de 8 km. C'est vrai que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Mais il y a des initiatives de la communauté scientifique qui ont produit des sets de données d'une résolution de 25 km sur une grande partie du globe. Donc ça dépend des pays, mais on peut trouver quand même dans beaucoup de pays la donnée à 25 km. Voilà. Donc notamment aux États-Unis, il y a beaucoup de données, la Chine également. Donc on a des données voilà, entre 25 et vraiment pour le pire, c'est 100 km. Mais en général, c'est plutôt 25 km. Mon entreprise importe une partie de ses intrants, fabrique son produit fini puis l'exporte. Dans une récente analyse, le changement climatique a été écarté car il n'impactait pas la fabrication du produit sur site. Aïe, aïe, aïe. Quels outils sont à ma disposition pour mettre en avant les risques liés à l'import puis l'export et la distribution des produits? Vous avez tout à fait raison. C'est clair que dans beaucoup de cas d'industrie, en fait, le risque, il n'est pas forcément sur le site, qui souvent est en partie couvert par des assurances. Les assurances couvrent quand même plusieurs des aléas climatiques qui vont être impactés par le changement climatique. Pas tous, mais quand même pas mal. Par contre, effectivement, les fournisseurs et puis les marchés vont évoluer. Et c'est clair que nous, quand on mène des analyses directement avec des industriels, on travaille sur l'identification des risques sur toute la chaîne de valeur. C'est important, c'est clair. Et les exemples que Christina a donnés au début sur les inondations ou les sécheresses qui vont impacter des zones où sont produites de nombreux composants électroniques ou en fait où les fournisseurs sont concentrés vont avoir un impact. On cite souvent l'exemple des inondations en Thaïlande en 2011. C'est un très bon exemple. Donc en Thaïlande en 2011, on avait, j'ai plus forcément les chiffres en tête, mais la moitié des disques durs qui étaient produits dans cette région, des disques durs électroniques. Donc quand on a eu des inondations qui étaient à cette époque pas très bien maîtrisées par le gouvernement thaïlandais, on a eu des impacts sur toute la chaîne d'approvisionnement en aval. On a eu des impacts vraiment très importants jusqu'aux États-Unis et en Amérique du Nord. Donc c'est clair que c'est essentiel de couvrir la chaîne de valeur. Combien de temps prend la validation des accès MyCris? C'est assez rapide. Oui, généralement, si vous n'avez pas l'accès sous quelques jours, vraiment écrivez-moi, écrivez tout de suite un email. Généralement, l'accès vraiment est donné entre 2 et 5 jours ouvrés. Quelle différence entre l'analyse et la mitigation des risques et la résilience? L'analyse et la mitigation des risques et la résilience. Comment évaluer la résilience au-delà de la qualité de l'analyse des risques? Alors oui, il y a beaucoup de termes. Alors peut-être qu'on va reprendre sur les définitions, on va dire. Donc l'analyse des risques, c'est le diagnostic des risques, on est d'accord. Une fois qu'on a identifié nos risques, on va chercher à réduire notre vulnérabilité, donc la manière dont on est sensible aux modifications du climat, ce qui est finalement propre à notre appareil industriel, par exemple. On va donc chercher à réduire la vulnérabilité, et réduire, c'est aussi mitigate en anglais. Donc c'est pour ça qu'il y a parfois
incompréhension, on va dire. Quand on parle de mitigation, en anglais, souvent, ça fait référence à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, donc mitigation, et de l'autre côté, on a adaptation to climate change, donc l'adaptation au changement climatique. Donc ici, vous parlez de mitiguer, pas très joli, hein, d'atténuer les risques. On est vraiment dans la réduction des risques, donc réduire sa vulnérabilité et augmenter sa résilience. Donc sa résilience, c'est finalement sa capacité à anticiper et à absorber les chocs climatiques. Donc les deux sont liés. Comment évaluer la résilience au-delà de la qualité de l'analyse des risques? C'est oui, deux choses différentes. La qualité de l'analyse des risques, c'est la qualité du diagnostic. Et la résilience, c'est les actions qu'on met en place pour réduire ces risques. Donc, c'est deux choses différentes. Quel est le niveau de granularité spatiale de vos outils? Donc, c'est ce qu'on vous disait. MyCRIS, c'est un outil avec une résolution pays. Pourquoi on a choisi la résolution pays? Déjà parce que l'outil est gratuit quand même. Et puis surtout parce que si on mettait une granularité plus fine, ça allait vous demander, à vous, utilisateurs, d'indiquer une information plus fine sur la localisation de vos activités. Et finalement, on a cherché le compromis entre l'information facilement indicable par l'utilisateur et les bases de données derrière. C'est pour ça qu'on est resté à ce niveau pays. Mais comme vous l'avez vu par la suite, nous, on a des données climatiques à une résolution qui va jusqu'à 8 km en France. Vous avez bien vu, enfin, les différents types et niveaux de granularité en fait répondent à différents besoins. Donc, si vous avez besoin de voir rapidement pour votre activité existante si un pays en particulier est à risque et pour savoir en fait quelles mesures devraient être mises en place et juste savoir là où vous devriez concentrer votre analyse. Là, vous pouvez utiliser l'outil MyCRIS ou si vous avez besoin de voir rapidement pour un investissement à venir, s'il faudrait l'avoir dans un pays ou dans un autre, vous pouvez utiliser MyCRIS une fois que vous avez identifié que vous devriez en effet vous concentrer sur un allée en particulier, une région en particulier ou alors une activité, un secteur en particulier. Là, en effet, le niveau de granularité nécessaire pour répondre à ce besoin-là change. Concernant l'étude faite sur le patrimoine immobilier, vous êtes-vous déplacé sur les immeubles pour les analyser en détail au regard des aléas climatiques identifiés? Alors oui, nous on a une approche, on va dire, progressive, incrémentale dans l'analyse de risque, et c'est ce qu'on recommande, c'est de commencer à analyser le sujet des risques à une grosse maille, c'est-à-dire avec une information rapide, pour identifier rapidement les enjeux prioritaires sur lesquels il faut passer plus de temps et effectivement aller sur le terrain pour comprendre les enjeux de manière plus précise. Ce qu'on a fait ici pour le patrimoine immobilier, on a retenu en concertation avec le client, les bâtiments sur lesquels on avait envie de creuser le sujet et on a créé une grille de collecte d'informations supplémentaires pour comprendre quelles sont les solutions déjà mises en place, par exemple, par le bâtiment pour réduire son exposition aux vagues de chaleur ou sa vulnérabilité. Donc on a posé comme ça un ensemble de questions, d'informations qu'on a collectées et qu'on a ajustées et mises à jour dans notre modèle d'analyse. Toujours sur le patrimoine immobilier, avez-vous également évalué les risques financiers induits ainsi que les investissements d'adaptation nécessaires? Alors la question des risques financiers induits, c'est une question qui émerge de plus en plus, qui est un besoin clair hein, de nos clients et des personnes avec qui on discute. Il y a finalement pas mal de recherches sur ces questions, mais les méthodes ne sont pas encore bien abouties. Donc nous, on travaille sur le développement de méthodes qui permettent de monétariser les impacts du changement climatique, mais il faut quand même être honnête, on ne peut aujourd'hui pas monétariser tous les risques climatiques. C'est quand même pas si évident. Il y en a qui sont plus simples que d'autres. On peut quantifier les risques financiers, par exemple, liés à l'évolution des conditions de travail. Donc voilà, des plages de travail qui vont être réduites et donc des coûts salariaux plus importants. On peut très facilement évaluer combien vont coûter les factures énergétiques
futur du fait de l'augmentation des besoins en rafraîchissement, en climatisation, en ventilation, etc. Donc, ouais, il y a un certain nombre d'impacts comme ça qu'on peut monétariser. Il y en a d'autres qui sont plus compliqués parce que c'est transversal, le sujet est transversal, parce que pour le faire, on a besoin d'informations beaucoup plus précises de la part du client. Et donc, c'est un travail qui requiert un petit peu plus de temps et de budget en général. Donc, voilà, les méthodes existent pour certains secteurs, certains dommages, mais c'est quand même encore un sujet en cours de construction. Donc, nous, comme je vous le disais, voilà, on essaie de faire les choses bien, de faire les choses rigoureuses. On n'a pas envie de vendre la lune à nos clients. Donc, voilà, on sait ce qu'on sait faire aujourd'hui. On ne va pas vous proposer de mesurer tous les risques financiers induits par le changement climatique en 2032 avec 2 chiffres significatifs. Ça n'aurait pas de sens. Les prévisions que vous utilisez sont-elles fiables? Comment évaluer cette fiabilité? Comment gérer les incertitudes? Alors, oui, la question de l'incertitude est bien sûr inhérente à toute analyse de risque futur. Ici, quand on utilise les données des modèles climatiques, on a plusieurs sources d'incertitude. On a l'incertitude liée à la modélisation du climat, c'est-à-dire notre capacité à modéliser le climat. Est-ce qu'on est capable on voit bien aujourd'hui sur la météo, c'est plus difficile, plus on se projette dans le long terme et plus c'est difficile de modéliser. Donc, on n'est pas capable de modéliser de manière sûre à 100% le climat. Donc, première incertitude. Cela dit, les recherches et puis les connaissances ont beaucoup évolué et on a quand même un très bon niveau de modélisation du climat. Deuxième source d'incertitude, c'est les scénarios, bien sûr. Aujourd'hui, les modèles sont forcés par des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, plus on va émettre de gaz à effet de serre et plus le réchauffement va être important et donc, a priori, plus on va avoir des températures, par exemple, importantes. Aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement sur quel scénario on se trouve. On sait qu'on n'est pas sur une trajectoire 1,5 degré à la fin du siècle, ça c'est clair. On est plutôt sur une trajectoire à entre 4 et 6 degrés aujourd'hui à la fin du siècle, voire 7 d'ailleurs d'après les derniers chiffres. Donc on a comme ça finalement, alors je disais 3 en fait, tous les modèles vont pas modéliser le climat de la même manière, donc on a une incertitude liée à ces modèles. Donc incertitude liée à la variabilité du climat, au modèle et au scénario. Une fois qu'on sait ça, on est capable finalement de fournir une information sur le niveau d'incertitude qu'on a pour chaque donnée. Donc c'est ce qu'on fait. Nous, quand on donne une information sur le signal climatique en 2050, par exemple, on fournit également une information sur l'incertitude pour avoir toutes les informations pour la prise de décision. Une question sur nos concurrents. Alors, Carbon 4 est très visible, en grande partie grâce à la visibilité de ses fondateurs, mais est-ce qu'il existe déjà un véritable écosystème sur le secteur? Alors, je sais pas trop ce que vous voulez dire. Nous, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, nos fondateurs sont très visibles, nos associés. Mais Carbon 4 est en pleine croissance. C'est bon signe. C'est bon signe pour nous. C'est aussi bon signe pour la planète. Ça veut dire que les gens se sentent concernés et commencent sérieusement à se poser des questions sur le climat, tant en termes de réduction des émissions que d'adaptation aux futures conditions climatiques. Est-ce que nos concurrents sont essentiellement parisiens? Alors, sur le côté adaptation, on est assez peu nombreux finalement à travailler sur ces questions-là. Après, justement, enfin, vous avez vu tout à l'heure avec les exemples qu'on a donnés qui sont vraiment à l'international. Hein. Il y a énormément de conséquences qui ont coûté très 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 cher liées au changement climatique qui ont déjà eu lieu. Et du coup, il y a des acteurs au niveau international qui s'en prennent vraiment de ce sujet, notamment dans le monde anglo-saxon. Il y a bien sûr des organismes qui s'en prennent du sujet et qui travaillent dessus. Alors, il y a des questions de fond sur on va dire la sensibilité des secteurs au changement climatique. Une première question sur le niveau de risque dépend-il de la nature du business? Si j'achète des matières premières agricoles, devrais-je observer un niveau de risque supérieur à des matières premières minières ou industrielles? Alors, ce sont des secteurs très, a priori, sensibles, c'est clair, puisque ce sont des secteurs qui dépendent
de matières météo-sensibles, hein, que je sois sur des matières agricoles ou des matières minières, la production et l'exploitation de ces matières dépend beaucoup des conditions climatiques. Donc, elles sont sensibles. Après, ce qu'on va regarder ici, c'est également la concentration de vos fournisseurs. Si vous êtes sur des matières agricoles très spécifiques, l'exemple typique, c'est la vanille de Madagascar, par exemple. Je ne sais pas si on considère ça comme une matière première agricole, mais voilà, elle est géographiquement très concentrée, donc forcément, vous êtes d'autant plus sensible. Si vous êtes sur des céréales qui sont produites dans plusieurs régions du monde à des instants différents, peut-être que vous êtes finalement moins sensible. Idem pour les matières premières minières ou industrielles. La concentration des fournisseurs joue quand même beaucoup, en plus de la météosensibilité. Et bien sûr, quand on parle de tout ce qui est matière première, donc tout ce qui est upstream, notamment pour les achats, il faut absolument être très vigilant sur tout ce qui est transport. Donc, ce qui pourrait être extrêmement affecté par toutes les conséquences physiques du réchauffement climatique sont notamment tous les différents types de réseaux de transport. Donc, si vous dépendez d'un port en particulier, d'un réseau routier en particulier, on a bien donné l'exemple aussi de l'aéroport inondé, il faut rester vigilant sur justement ces différents flux logistiques. Est-ce que votre approche intègre les risques marchés, par exemple pour les équipementiers automobiles, le fait que le risque climatique devrait réduire la production automobile? Alors ça, on le regarde beaucoup du côté du risque de transition, donc surtout l'impact des politiques réglementaires sur carbone sur les marchés. Un peu moins sur les risques physiques, actuellement. Y aura-t-il d'autres webinaires au sujet de l'outil? A priori, non. C'était le deuxième. On va voir si on en propose un autre dans les prochains mois. Éventuellement, si on aura un besoin, par exemple, de faire un webinaire aussi en anglais, éventuellement, on pourrait réfléchir à cela. Pour l'instant, si vous voyez en effet ce besoin-là, écrivez-nous et on le tiendra bien en compte. Voilà, dernière question. Avec l'expérience de Carbone 4, avez-vous identifié et pouvez-vous partager avec nous les secteurs qui devraient être les plus impactés en France? Alors, on a travaillé effectivement c'est-à-dire qu'on a construit en fait une grille d'analyse des secteurs économiques au regard d'un certain nombre de facteurs qui couvrent toute la chaîne de valeur. Typiquement, je vous parlais de la concentration des fournisseurs, c'en est un. Les besoins en froid, c'en est un autre. Les types de matières premières qu'on a en amont également. Donc, on a en fait identifié toute une batterie de facteurs qui nous permettent de dire si le secteur est vulnérable ou pas et qui nous permettent de faire une première analyse opérationnelle des risques au sein d'une entreprise. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous partager la liste des secteurs, mais on a effectivement quand même, il y a un certain nombre de secteurs plus sensibles que d'autres, c'est clair. Bien sûr, cette vulnérabilité dépend est plus ou moins fort en fonction de l'aléa, en fonction de l'exposition, en fonction aussi du scénario. Donc, si vous voulez avoir une réponse assez rapide à cette question-là, 60 différents secteurs sont traités dans MyCRIS, donc vous pouvez voir avec cet outil-là aussi directement grâce au score de risque si en effet un secteur par rapport à un autre dans ce pays par rapport à cette année en particulier dans ce scénario, il faut bien sûr prendre en compte ces différents paramètres si en effet ce secteur-là est plus à risque par rapport à un autre. Du coup, on vous remercie énormément pour vos questions et d'avoir été disponible pendant cette heure pour échanger avec nous sur cet enjeu extrêmement important à prendre en compte. Parce qu'en effet, il faut regarder les risques de transition et les risques physiques. Donc, on n'a pas réussi à répondre à toutes vos questions, mais on peut échanger par mail à la suite sans souci. Vous aurez bien sûr accès à ce support par mail. Et aussi, si vous voulez tester l'outil, allez-y tout de suite et a priori, votre compte devrait être validé dans les prochains jours.
Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci, au revoir.